Il s'agit d'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire de l'aviation. Un gros porteur se trouvant à 7300 mètres d'altitude se déchaîne, effectuant une série de montées et de descentes vertigineuses. Une erreur commise des années auparavant met plus de 500 vies en danger. C'est seulement par hasard que les enquêteurs découvriront la cause de l'accident impliquant un seul avion, le plus meurtrier de l'histoire. Voici le récit de l'écrasement du vol 123 de la compagnie Japan Airlines. We are in an emergency. Tokyo, Japon, le 12 août 1985. La plupart des Japonais se préparent pour l'Obon, un congé férié durant lequel les gens des grandes villes rendent hommage à leurs ancêtres en retournant dans leur ville natale pour se réunir avec leur famille. L'aéroport Haneda de Tokyo est bondé. Des milliers de voyageurs tentent de retourner chez eux. Les gros porteurs pullulent sur l'aire de trafic. Les vols sont si populaires au Japon que Japan Airlines doit utiliser des Boeing 747 pour effectuer ses vols intérieurs. Le centre de contrôle régional de Tokyo surveille tous les appareils survolant le centre du Japon, incluant ceux qui effectuent le trajet entre les deux grands aéroports de la ville, Haneda et Narita. Il est 18 h et la soirée ne fait que commencer. C'est un long week-end typique. La liste des passagers est longue et les contrôleurs aériens sont débordés. Roger, approved as you request. Cathay 456, turn right on heading 250, climb and maintain flight level 240. Les passagers du vol 123 de Japan Airlines montent à bord de leur avion à l'aéroport Haneda. Parmi les passagers se trouve la jeune Yumi Ochai. Elle est agente de bord chez Japan Airlines, mais aujourd'hui est jour de congé. Yumi s'assoit dans la 4e rangée à partir de l'arrière de l'appareil. Le vol 123 décolle à 18 h 12 et se dirige vers la ville industrielle d'Osaka, 400 km à l'ouest de Tokyo. Avec 509 passagers à son bord, l'appareil est presque complet. L'équipage compte 15 membres. Japan Air 123, contact Tokyo departure. Roger, Japan Air 123. Le commandant de bord, Masami Takahama, 49 ans, est l'un des pilotes les plus chevronnés de la compagnie. Aujourd'hui, il se charge de la radio et veille sur le copilote assis à sa place. Yutaka Sasaki tient les commandes de l'avion. Il espère devenir commandant de bord. Hiroshi Fukuda, un mécanicien de bord d'expérience, complète l'équipe. Tokyo departure, Japan Air 123. Passing 800. Le vol 123 se dirigera au sud de la baie d'Enshu, puis longera la côte en direction sud-ouest avant de tourner abruptement à droite pour atterrir à Osaka. Le vol durera 54 minutes. Le Boeing 747 quitte Tokyo et s'élève à une altitude de 7300 mètres. 12 minutes après le décollage, la boîte noire de l'appareil indique que tout se déroule comme prévu. Hello, Pet. What's the problem? Someone wants to go to the restroom. Shall I let him? La boîte noire enregistre la demande du passager. Il veut aller aux toilettes avant que le voyant de ceinture de sécurité ne s'éteigne. C'est une demande anodine. Something exploded. L'air s'échappe de la cabine. Les masques à oxygène tombent automatiquement du plafond lorsque la pression de l'air chute. Puisque la pression de l'air diminue, l'explosion a sûrement endommagé l'appareil.
Gear door. Check gear. Gear. What? Check gear. Gear. Le pilote croit que la trappe de train d'atterrissage a cédé. Squawk 77. Le code 7700 est le code d'urgence. Grâce à ce code, les contrôleurs aériens sauront que l'équipage éprouve des ennuis. Chaque avion est identifié à l'écran. Soudainement, l'indication du vol 123 change. Un des membres de l'équipage a syntonisé le code d'urgence. L'équipage est stupéfait. Il sait seulement qu'une explosion a fait chuter la pression de l'air et qu'il perd lentement la maîtrise de l'appareil. Mais les instruments de bord n'offrent aucune explication. Engines. Oh, engine's okay. Right turn. L'appareil refuse d'obéir aux commandes des pilotes. It's dropping. Right turn. Right turn. Hydraulic pressure. It's dropping. Les commandes de vol fonctionnent grâce à la pression hydraulique. La gouverne de profondeur permet à l'avion de monter et de descendre. La gouverne de direction et les ailerons lui permettent de tourner. Il est impossible d'actionner ces commandes grâce à des leviers et des câbles. C'est plutôt le fluide hydraulique qui circule dans les conduites qui permet de maîtriser l'avion. Ce fluide assure la survie de l'appareil. Tokyo, Japan Air 123, request immediate. Trouble. Request return back to Haneda. Over. Roger, approved as you request. Turn right heading 090. Put the mask on securely. Put the band around your head like this. Don't bang so much. Yes. Crew members, please help out with the oxygen bottles. Repair the oxygen bottles, please. Don't bang so much. Turn it back. It won't go back. Aucune commande ne fonctionne. L'équipage est incapable de maîtriser l'appareil qui se trouve à 7300 mètres d'altitude et circule à une vitesse de près de 500 km/h. L'incertitude augmente et les pilotes savent qu'ils doivent atterrir le plus vite possible. Roger, now descending. Le contrôleur aérien est surpris. Plutôt que de faire demi-tour vers l'aérogare, l'appareil dévie de sa trajectoire et s'éloigne de l'aéroport Haneda. No. No. 123. Negative. Please confirm that you are declaring emergency. That's right? That's affirmative. Request the nature of your emergency. Hydraulic pressure on loss. I lost. No, look. I lost. Yes. L'équipage semble paralysé. Il ne communique ni avec la compagnie aérienne, ni avec la tour de contrôle. Les contrôleurs au sol ne savent pas que le système hydraulique ne fonctionne plus, mais selon leurs instruments, l'appareil dévie de sa trajectoire et les pilotes ne semblent plus le maîtriser. Right turn, descend. Look at his altitude. Up and down, up and down. But now, on control. Put your heart into it or it'll stall. Le mauvais fonctionnement du circuit hydraulique cause de sérieux problèmes. Depuis quelques minutes, l'appareil vole de façon erratique. Il monte, puis se renverse et plonge plus de 1200 mètres avant de s'élever à nouveau. Les pilotes n'y comprennent rien. Pire encore, ils sont incapables de stopper ce mouvement de montagne russe. Les pilotes ont perdu la maîtrise de l'avion. Le pire cauchemar des passagers devient réalité. Dans la cabine, la confusion et la panique augmentent rapidement. Suite à une explosion, certains passagers ont de la difficulté à respirer. Fasten seatbelt. Seatbelt, please. Le personnel des compagnies aériennes sait intervenir en cas d'urgence. La passagère Yumi Ochai, une agente de bord chez Japan Airlines, leur vient en aide. Le superviseur du contrôleur lui prête main forte. JAL 123, he's declared an emergency. Says it's uncontrollable. He says he wants to go back to Haneda, but his heading is all wrong. He can't seem to turn. Get him to Nagoya. That'll be the easiest. It's a straight line. La meilleure solution serait d'envoyer l'appareil à l'aéroport de Nagoya, qui se situe à 130 km droit devant. Mais pour y atterrir avec succès, le pilote doit entamer sa descente immédiatement.
Right, your position 72 miles to Nagoya. Can you land at Nagoya? Negative. Request back to Haneda. The longer runway. Le commandant de bord désire regagner l'aéroport Haneda, dont la piste est idéale pour accueillir un gros porteur en cas d'urgence. Il doit faire demi-tour. If he can get it down. 123, can you descend? Mais la boîte noire démontre qu'il n'arrive pas à descendre. Sans commande ni gouverne, c'est impossible. L'explosion s'est produite il y a 5 minutes. Une agente de bord arrive enfin à joindre le pilote pour l'informer de la situation dans la cabine. Yes, what is it? Elle annonce au mécanicien de bord que l'explosion s'est produite à l'arrière de l'appareil et provenait peut-être de la soute à bagages. There's a baggage compartment furthest to the rear. Listen, right now the baggage compartment right at the back has collapsed. I think we'd better descend. Ils doivent atterrir rapidement avant que tous les passagers ne perdent conscience. Mais le commandant de bord semble être paralysé. All the passengers are using their masks. Shall we descend a little? Le commandant de bord ne répond pas. Les membres de l'équipage souffrent possiblement d'hypoxie, un manque d'oxygène au cerveau. The R5 pet? À cette altitude, l'oxygène se fait de plus en plus rare dans le sang. Les facultés s'affaiblissent, puis la perte de conscience s'ensuit. The R5 pet? Yes, I understand. Captain, the R5 massive, stop! La situation est critique près de la porte R5. Les réserves d'oxygène sont vides. Les agents de bord doivent fournir de l'oxygène en bouteilles aux passagers. Le commandant et son équipage sont de plus en plus confus. I think we better make an emergency descent. Yes. Shall we use our masks too? We better. I think we better use the oxygen mask. Yes. Mais ils ne mettent pas leur masque. Personne ne sait pourquoi. Est-ce par indécision ou parce que leurs facultés sont déjà affaiblies par l'hypoxie? Chez Japan Airlines à Tokyo, les opérations aériennes sont avisées de la situation. Celles-ci les déconcertent tout autant. Elles savent simplement que plus de 500 vies sont en danger. Elles doivent cerner le problème et trouver une solution avant que l'avion ne s'écrase. Japan Air 123. This is Japan Air Tokyo. Tokyo Control said they received an emergency call from you. Listen, right now the R5 door has broken. Roger. Is the captain returning to Tokyo? What? Can you return to Haneda? Just a moment. We are making an emergency descent. We'll contact you again in a little while. Keep monitoring us, please. Roger. R5 door. Could it have come off? Si la porte est tombée, l'air qui s'échappe de l'appareil risque d'avoir provoqué une décompression explosive. Les passagers ont peut-être été aspirés dans un trou béant à des kilomètres du sol. Mais il existe un scénario pire. La porte a peut-être endommagé la queue de l'appareil en la percutant. La queue stabilise l'appareil. Les gouvernes de profondeur et de direction contrôlent chaque mouvement de l'avion. Si la queue est endommagée, les opérations aériennes seront incapables d'intervenir auprès de l'équipage. La trajectoire en zigzag du vol 123 l'entraîne à portée de la base aérienne américaine Yokota, au nord de Tokyo. Le contrôleur a entendu la conversation entre l'avion et le centre de contrôle régional de Tokyo. Il veut intervenir en leur offrant la possibilité d'atterrir à la base militaire. Japan Air 123, Japan Air 123, Yokota approach. If you hear me, contact Yokota. Les pilotes sont débordés et ne répondent pas. Puisqu'ils ont perdu la maîtrise des commandes, ils tentent d'utiliser les manettes de poussée. Celles-ci leur permettent de contrôler la vitesse de l'appareil. Ils réalisent qu'en accélérant lorsque l'avion plonge vers le sol, ils peuvent redresser le nez et interrompre la chute.
Et lorsque l'avion monte, il suffit de ralentir pour que l'appareil pique du nez et plonge de nouveau vers le sol. Ces manœuvres sont évidemment inhabituelles. Mais puisqu'elles fonctionnent, les pilotes y ont recours pour maîtriser le comportement erratique de l'appareil. Les pilotes tentent une deuxième expérience. En accélérant les moteurs à bâbord, ils tournent l'appareil à tribord en direction de Tokyo. Mais la chance ne leur sourit pas longtemps. Leurs mouvements sont de moins en moins synchronisés et le Boeing 747 s'emballe de plus belle. Lower the nose. Yes! Both hands. How about gear down? Gear down! Should we put the gear down? Ils veulent ralentir et stabiliser l'appareil en abaissant le train d'atterrissage. Doesn't work. Should I lower the alternate? Pour des raisons de sécurité, les Boeing 747 ont un système électrique autonome qui permet d'abaisser le train d'atterrissage en cas d'urgence. Ce système fonctionne toujours si les moteurs tournent. En abaissant le train d'atterrissage, les pilotes stabilisent l'appareil. La résistance du train réduit le tangage de l'avion, mais empêche les pilotes de maîtriser la trajectoire de l'avion avec les moteurs. Stop. Max power. Max power. Max power. À proximité du mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, l'appareil tourne brusquement à droite et plonge vers le sol. L'avion tombe à une vitesse de 900 mètres à la minute, 2 fois plus vite qu'une descente normale. We're going down. Heavy. Is the wheel all the way? All the way! It's all the way! Heavy. It's the gear down! Gear's down! There is no need for alarm. L'agente de bord tente de calmer les passagers, mais si les pilotes ne redressent pas l'avion, celui-ci s'écrasera dans quelques secondes. Japan Air 123. Uncontrollable. Stay with us, please. Stay with us. Une explosion a ravagé le Boeing 747 du vol 123 de Japan Airlines. L'appareil plonge vers le sol et l'équipage tente de le maîtriser de nouveau. Soudainement, l'avion se stabilise. Il se trouve entre d'énormes montagnes, mais à cette altitude, l'oxygène se fait moins rare. Les pilotes s'acharnent depuis maintenant 22 minutes. This may be hopeless. The hydraulic fluid is all gone! It's uncontrollable. Hey, mountain! Look out! Turn right! Yes! Right! 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 Right down! Good hit the mountain! Max power! Leur seule option est de pousser les moteurs à fond pour redresser le nez. We're gonna hit it! Right! 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 Power! Power! Keep trying! En tentant de maîtriser l'appareil, les pilotes ont trop ralenti. Pour éviter les montagnes, ils doivent accélérer et prendre de l'altitude. Gaining speed. Stick with it. Stick with it. It's pushed all the way! We're losing altitude. Don't lower the nose. It's lowering! We're going down. Les passagers saisissent la gravité de la situation et envisagent la fin. Suite à l'accélération, l'appareil se remet à tanguer. Raise the nose. Il n'y a plus rien à faire. L'équipage ne peut que répéter les mêmes gestes inutiles. Stop the flap. Power. Ils se battent avec l'appareil depuis près d'une demi-heure. Japan Air 123, Japan Air 123, Yokota approach Ongar. Les contrôleurs aériens japonais et américains veulent venir en aide aux pilotes en leur fournissant toute l'information et le soutien nécessaire. Request radar vector to Haneda. Roger, understood. Keep heading 090. Mais l'avion continue de se diriger vers le nord-ouest et s'éloigne de l'aéroport Haneda et de la base Yokota. À force de monter et de descendre, le Boeing s'approche dangereusement des montagnes. Can you control the aircraft now? Un silence inquiétant s'abat sur le centre de contrôle. Japan Air 123, switch your radio frequency to 119.7. 119.7, please. Le contrôleur tente de modifier la fréquence radio.
If you can, change the frequency to 119.7. Il n'y a aucune réponse. If you read come up on 119.7, we are all ready. Japan Air 123. Yes, we've selected 119.7. What is our position? Your position 4-5 miles northwest of Haneda. Sous le coup de l'émotion, le contrôleur se trompe en indiquant la distance entre l'appareil et l'aéroport Haneda. Northwest of Haneda. How many miles? Yes, that is correct. On our radar, you are 55 miles northwest. We are ready for your approach at any time. Yokota is also available for landing. Let us know your intentions. Over. Les services d'urgence de l'aéroport Haneda sont sur le qui-vive en attendant l'arrivée du vol 123. Yes, Roger. They say we're 25 miles west of Kumagaya. Mais soudain, l'appareil amorce un plongeon vertigineux. Stop the flap! Power! Flap up! Flap up! Flap up! Power! Power! L'avion dégringole à 5500 mètres à la minute. Raise the nose! Flap up! Flap up! Flap up! Hit up! Raise the nose! Raise the nose! Raise the nose! Japan Air 123. Japan Air 123. Can you hear me? Japan Air 123, Japan Air 123, do you read? Japan Air 123. Japan Air 123. Le vol 123 a disparu. Le centre de contrôle régional de Tokyo a perdu tout contact avec le vol 123 de Japan Airlines. Un avion américain survolant la région est témoin du drame. Il rapporte avoir vu des flammes dans les montagnes environ 100 km à l'ouest de Tokyo. Un avion C-130 a guidé un hélicoptère de sauvetage jusqu'au lieu de l'accident. Les Marines américains étaient prêts à descendre les montagnes pour atteindre le Boeing 747 en flammes, mais on leur a ordonné de retourner à la base militaire. La rivalité entre les forces d'urgence du Japon aurait causé de la confusion et des retards, alors que les victimes de l'écrasement attendaient leur arrivée. Au cours de la nuit, les forces japonaises d'autodéfense sont arrivées sur les lieux. Le commandant Isuzu Omori repère les débris à bord de son hélicoptère et annonce sa découverte par radio. Minio Kayama, Victor 107. I see something. I see flames in about 10 spots over an area of about 300 meters square. Victor 107, Minio Kayama, is there any sign of survivors? Victor 107, no signs of survivors. Visibility poor. Too much smoke. Victor 107, can you land to investigate? Not a chance. It's a 45-degree slope down there. Nowhere to put down. And there's fire everywhere. Il n'y a aucun signe de survivant. Le commandant Omori refuse d'atterrir en pleine nuit. Il rebrousse chemin vers la base. Entre-temps, une équipe de sauveteurs arrive sur les lieux en camion. Puisqu'elle ne s'attend pas à découvrir de survivants, elle passe la nuit dans un village à 68 km de l'écrasement.
Pendant ce temps, les passagers du vol 123 meurent à petit feu. Le lendemain matin, les autorités commencent à mieux comprendre les derniers moments du vol 123. Le Boeing 747 s'est frayé un chemin dans la forêt près du sommet du mont Osutaka, au nord du mont Fuji. Il s'est renversé, a percuté une ligne de fête quelques centaines de mètres plus loin et a atterri sans dessus-dessous avant d'exploser. Les débris et les passagers qui se trouvaient à l'intérieur ont dégringolé la montagne. 14 heures après l'écrasement, l'équipe de sauvetage des forces japonaises d'autodéfense arrive enfin sur les lieux. Il s'agit du pire accident impliquant un seul appareil dans l'histoire de l'aviation. Les sauveteurs étonnés découvrent une survivante. Il s'agit de Yumi Ochai, l'agente de bord en congé. Sa vie ne tient qu'à un fil. Elle n'est pas seule. Les sauveteurs découvrent une fillette de 12 ans coincée dans les branches d'un arbre. Ils la transportent à l'hôpital par hélicoptère. Deux autres passagères ont survécu à l'écrasement, une jeune mère et sa fillette de 8 ans. Il s'agit d'un véritable miracle. Mais comment ont-elles survécu? Le corps humain peut supporter une décélération maximale 25 fois plus élevée que la force de gravité. Mais selon les enquêteurs, les passagers assis à l'avant de l'appareil auraient subi un arrêt soudain de plus de 100 G causé par la vitesse à laquelle l'avion a percuté le sol. On emmène les 4 survivantes dans un hôpital de la ville de Fujioka. Les enquêteurs découvriront sous peu qu'elles étaient toutes assises dans les 7 dernières rangées de l'appareil. Elles ont ainsi échappé à la mort. À l'arrière de l'appareil, la force de l'impact était moindre. Par chance, les débris les ont épargnés. Yumi Ochai souffre de fractures au bassin et au bras. Elle est restée plusieurs heures clouée au sol en attendant les secours. Selon son témoignage, plusieurs autres passagers auraient survécu à l'écrasement. Après l'écrasement, j'ai entendu plusieurs personnes. Leurs cris venaient de partout autour de moi. Un garçon criait « Maman ». Une jeune femme suppliait « Venez vite ». Soudainement, j'ai entendu un jeune garçon crier « D'accord, je vais tenir bon ». Je crois qu'il était d'âge scolaire. Dans le noir, j'entendais le grondement d'un hélicoptère. Il n'y avait aucune lumière, mais selon le bruit, il se trouvait très près de nous. Je croyais qu'il allait nous sauver, et je me suis mise à faire signe de la main. Mais il s'est éloigné. J'ai hurlé désespérément « Non, ne quittez pas, à l'aide !» Je n'entendais plus les voix du garçon et de la jeune femme. On sait maintenant que plusieurs passagers sont décédés d'hypothermie en attendant les secours. Normalement, seuls les enquêteurs japonais auraient pris le dossier en main, mais les autorités aériennes mondiales sonnent l'alarme. Quelques semaines plus tôt, un Boeing 747 d'Air India s'est écrasé dans l'océan Atlantique. 329 personnes ont perdu la vie. À ce nombre s'ajoutent les 520 morts du vol 123. Le Boeing 747, le plus gros avion à réaction au monde, est-il défectueux? Y a-t-il un défaut dans sa conception? Environ 600 Boeing 747 sont en fonction partout dans le monde.
Une défectuosité entraînerait de graves conséquences pour l'industrie de l'aviation. Ron Schleed, enquêteur pour le Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, participe à l'enquête. Nous craignons que le Boeing 747 souffre d'un problème de navigabilité. Nous devions enquêter immédiatement et élucider les circonstances de ce drame. Ron Schleed a participé à plusieurs des enquêtes étrangères du Conseil national de la sécurité des transports au cours des années 70 et 80. Il connaît bien les problèmes inhérents aux relations avec des gouvernements étrangers et se dirige vers Tokyo où il rencontrera le reste de son équipe, des représentants de Boeing et un ingénieur du Federal Aviation Administration, la FAA. À mon arrivée à Tokyo, l'atmosphère était très tendue. Les médias nous poursuivaient et la population était en colère. Sur les lieux, Ron Schleed constate que les policiers japonais mènent l'enquête avec une main de fer. Ils épient les moindres gestes de son équipe comme s'il s'agissait d'un lieu de crime. Les policiers soupçonnaient tout le monde, même les employés de Japan Airlines et de Boeing. Ils leur ont interdit l'accès au lieu de l'accident. Schleed a dû patienter 2 jours avant que les autorités japonaises ne lui donnent la permission de visiter les lieux. J'ai convaincu les Japonais de permettre aux employés de Boeing de visiter les lieux, en leur promettant de les surveiller étroitement. Les gens de Boeing ne pouvaient agir seuls. Schleed constate que les Japonais ont construit des plateformes d'atterrissage pour leurs hélicoptères afin de faciliter l'accès au lieu de l'accident. Des débris jonchaient la montagne. Chaque pièce de l'avion était méconnaissable. La scène était impressionnante. Les hélicoptères faisaient un va-et-vient continuel. Parmi les débris du Boeing de Japan Airlines se trouvent des monuments commémoratifs érigés par les membres des familles des victimes qui sont parvenus à se frayer un chemin jusqu'au site de l'écrasement. Des fleurs ne cessent de pleuvoir sur les enquêteurs. Je me souviens de gros hélicoptères blancs qui nous survolaient. Je crois qu'il s'agissait de Chinook. Les familles des victimes se trouvaient à bord. Ils observaient les lieux de l'accident et lançaient des fleurs. Dès notre arrivée, nous avons constaté que les victimes avaient eu beaucoup de temps pour voir venir la mort. On a retrouvé plusieurs notes qu'ils avaient écrites. Ma chère épouse, notre vie ensemble a été merveilleuse. Je suis très fier de ce qu'ont accompli nos enfants. Jamais je n'aurais cru que notre repas d'hier soir serait notre dernier. Les passagers savaient que l'appareil était incontrôlable et qu'ils allaient probablement mourir. Ils ont laissé des lettres pour leurs proches dans les compartiments des sièges et dans leurs poches. Mais quelle était la cause de cette catastrophe? Ni les lettres émouvantes, ni les débris n'éclaircissent les circonstances de l'écrasement du vol 123. Les enquêteurs doivent se fier aux enregistrements de la boîte noire. Le mécanicien y annonce que la porte R5 était brisée. Il croit que la porte s'est détachée de l'avion, a heurté sa queue et endommagé le stabilisateur horizontal qui permet à l'avion de monter et de descendre, et la gouverne qui contrôle les mouvements latéraux. Mais un nouvel indice bouleverse leur théorie. Les enquêteurs retrouvent la porte R5 parmi les débris. Elle n'est jamais tombée. Le mécanicien de bord avait tort.
Ce n'est pas une porte brisée qui a causé l'écrasement du vol 123. Les enquêteurs doivent trouver une autre piste. Stop the flap! Power! 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 Flap up! Flap up! Flap up! Flap up! It's up! Raise the nose! Raise the nose! Le vol 123 de Japan Airlines s'est écrasé sur le mont Osutaka, tuant des centaines de personnes. Les enquêteurs craignent que le Boeing 747 ne souffre d'un problème de navigabilité. Ils doivent déterminer la cause de l'écrasement le plus rapidement possible. Une photographie prise par un amateur leur fournit un premier indice. L'image a quelque chose d'inusité. Les techniciens en photographie l'analysent à l'aide d'un ordinateur et rehaussent les éléments flous. Ils obtiennent enfin une image claire. La dérive qui sert à stabiliser l'avion a disparu. Puisque la plupart des conduites de fluide hydraulique traversent la dérive, on commence enfin à comprendre pourquoi les pilotes ont perdu la pression hydraulique et la maîtrise de l'appareil. Puis, un destroyer japonais découvre par hasard la dérive de l'avion dans la baie au sud de Tokyo. Elle se trouve à l'endroit où le Boeing a lancé son signal de détresse. Les enquêteurs sont convaincus qu'un problème dans la section arrière de l'appareil a déclenché les événements menant à l'écrasement. Ils récapitulent les faits. Le plafond à l'arrière de l'avion s'est effondré. Par la suite, l'appareil a subi une décompression explosive. Par conséquent, la dérive a été détruite. Les pilotes ont perdu toutes les conduites de fluide hydraulique et donc la maîtrise de l'appareil. This may be hopeless. The hydraulic fluid is all gone. Lost. L'explosion, la décompression, la perte de la dérive et des systèmes hydrauliques. Quel facteur relie ces 4 éléments? Les enquêteurs analysent le passé de l'appareil et font une découverte étonnante. Le Boeing a été impliqué dans un accident 7 ans plus tôt. Lors de l'atterrissage, le nez de l'appareil était trop haut. La queue a donc heurté le sol et effleuré la piste. Les mécaniciens ont réparé la queue de l'appareil, ce qui inclut la cloison de pressurisation arrière. Tous les avions doivent être pressurisés afin de diminuer l'inconfort des passagers. La cloison de pressurisation ressemble à un énorme parapluie de métal et se situe à l'arrière de l'appareil. Elle empêche l'air pressurisé de la cabine de s'échapper par la queue de l'avion. Sept ans plus tôt, Japan Airlines a demandé à Boeing de réparer la cloison. Les ingénieurs ont inséré un nouveau panneau dans la cloison endommagée. Mais sur les lieux de l'accident, Ron Schleid découvre des débris qui dévoilent enfin la cause de l'accident. Il s'agit d'une pièce de ce nouveau panneau. La réparation n'a pas été effectuée convenablement. Une seule rangée de rivets soutenait le joint. Pourtant, 2 rangées de rivets sont nécessaires. Pour expliquer sa découverte aux autorités japonaises, Ron Schleid dessine un croquis détaillant comment les réparations auraient dû être effectuées, ainsi que l'erreur commise. Il s'agit d'une erreur catastrophique. Les rivets absorbaient 2 fois plus d'énergie que prévu. Ce n'était qu'une question de temps avant que les rivets ne cèdent. Les enquêteurs découvrent qu'une simple erreur humaine a causé une catastrophe aérienne. Raise the nose! Raise the nose!
Durant l'été de 1985, le vol 123 de Japan Airlines décolle de l'aéroport Haneda. Le Boeing 747 a déjà effectué 12 318 vols depuis qu'on a réparé sa cloison arrière, bien que les enquêteurs aient affirmé qu'elle ne devait tenir encore que pendant 10 000 vols. L'avion s'élève jusqu'à une altitude de 7 300 mètres. La densité de l'air à l'extérieur diminue tandis que la cabine est pressurisée pour assurer le confort des passagers. La différence entre la pression de l'air extérieur et intérieur éprouve les rivets de la cloison de pressurisation arrière. Lors d'un test reproduisant les conditions présentes lors de l'accident, des failles apparaissent autour des rivets jusqu'à ce que la cloison cède. En un instant, l'air pressurisé crée un trou de 2 à 3 mètres carrés dans la cabine. Le plafond s'effondre sur les toilettes à l'arrière de l'appareil. Puis l'air pressurisé déchire la dérive en un rien de temps. L'avion n'a plus aucune chance. Les pilotes ne sauront jamais que la queue et ses conduites de fluide hydraulique qui leur permettent de maîtriser leur appareil se trouvent maintenant au fond de l'eau. Tout cela est logique. Sans la dérive, les gouvernes et les volets, les pilotes sont incapables de stabiliser l'appareil et de le maîtriser. L'appareil est pris dans un mouvement appelé oscillation longitudinale. Lorsque l'avion plonge, il accélère, ce qui occasionne une portance. L'appareil se met alors à remonter, mais en ralentissant, il se renverse et plonge de nouveau. Le cycle se répète continuellement. Le vol 123 plonge plusieurs centaines de mètres à la fois. L'expérience est terrifiante. C'est un miracle que les pilotes aient pu rester dans les airs pendant plus d'une demi-heure après avoir perdu la maîtrise de l'appareil. Mais l'avion a décrit des cercles jusqu'à ce qu'il percute la montagne. Les pilotes n'ont jamais pu atterrir. Ils ne pouvaient qu'espérer un miracle. Malheureusement, leurs efforts ont été vains. Lower the nose. Lower the nose. Yes! Both hands. How about gear down? Gear down! Should we put the gear down? Pour mieux comprendre la situation des pilotes, 4 équipages ont pris place dans un simulateur de vol et ont fait face aux mêmes conditions. Aucun d'entre eux n'a réussi à atterrir. Les pilotes du vol 123 sont restés dans les airs pendant plus d'une demi-heure, entourés de montagnes. Il s'agit d'un véritable exploit. Les causes de l'accident sont claires. Ron Schleed doit annoncer la mauvaise nouvelle à son collègue de Boeing, l'un des concepteurs du Boeing 747. Si l'on avait ajouté une deuxième rangée de rivets comme prévu, jamais la catastrophe ne se serait produite. Lorsque nous lui avons expliqué la situation, il s'est mis à pleurer. Cet homme avait conçu l'appareil, mais ses mécaniciens avaient commis une erreur cruciale qui a causé cet écrasement. Les policiers japonais désirent déposer des accusations criminelles contre Boeing, mais les procureurs refusent. La réputation de Boeing est entachée. Mais l'entreprise est tout de même soulagée d'apprendre que la conception du Boeing 747 n'est pas en cause. L'avion devient l'un des appareils civils les plus réputés de l'histoire de l'aviation. Mais Japan Airlines, pourtant innocenté, n'est pas au bout de ses peines. Après avoir quitté le Japon, j'ai appris que l'un des directeurs de l'entretien de Japan Airlines s'était suicidé. Le président de Japan Airlines démissionne et les passagers fuient l'entreprise. Au Japon, la rumeur veut que Japan Airlines est le véritable coupable et que Boeing a pris la responsabilité pour son client important.
Japan Airlines se remettra péniblement de cette catastrophe, le pire écrasement de l'histoire impliquant un seul appareil. Un Boeing 767 vole au-dessus de l'Atlantique en route vers l'Égypte. 217 personnes sont à bord. Une demi-heure après le décollage, c'est la catastrophe. Le pilote et le copilote tentent désespérément de reprendre le contrôle de l'appareil. La vie de l'équipage et des passagers va bientôt dépendre des deux pilotes et de leur réaction tandis que leur avion plongera vers l'océan. We are in an emergency. Vers 1h du matin, le 31 octobre 1999, les 217 voyageurs du vol 990 de la ligne aérienne Égyptaire attendent le moment du décollage. Le commandant de bord, Ahmed El Habashi, est au service de la compagnie depuis 36 ans. Son copilote, Adel Anwar, lui, a précisément 36 ans. Il a changé de vol avec un autre officier pour se rendre à son mariage. Le commandant Hatem Roujdi, chef pilote des Boeing 767 d'Égyptaire, les rejoint dans le poste de pilotage. À 1h21 précise, le copilote Adel Anwar obtient l'autorisation de décollage du contrôle de la circulation aérienne. Following gateway, clear for takeoff, runway 22 right, Egypt Air 990 heavy. Cabin crew advised. In the name of God, the merciful, the compassionate. Cabin crew, take-off position. Après avoir prononcé la prière d'usage, le copilote participe aux manœuvres de décollage. Par mesure de sécurité, les deux pilotes poussent la manette des gaz. Durant un vol de 10 heures, la pratique courante d'Égyptaire est de prévoir un équipage de relève qui partage le service aérien. L'équipe de commandement décolle et atterrit. L'équipage de relève est responsable du reste du vol. Cette nuit, le commandant Raouf Nour Eldin et son copilote Gamiel El Batouti forment l'équipage de relève. Ils prendront bientôt les commandes et les céderont à l'équipage de commandement avant l'arrivée du Boeing au Caire. Egypt Air 990 Heavy, contact, departure now, 125.7. 1257, bye. Bon nombre des passagers sont des Américains retraités ravis de s'envoler vers les merveilles de l'Égypte antique. Mon père a épousé Jenny le 23 octobre 1998. Et ils ont décidé de célébrer leur premier anniversaire de mariage en Égypte. Les parents d'Anita Child étaient deux autres retraités en route vers l'Égypte. Ils adoraient les voyages organisés. Ils en faisaient souvent par pur plaisir. Cette fois-là, ils avaient particulièrement hâte de visiter la Terre Sainte. Maureen Sacratini et son frère John Zimmermeyer se souviennent du goût de leurs parents pour les voyages. Ils appréciaient particulièrement un programme appelé Elder Hostel. Au cours de ce voyage, ils devaient voir les pyramides et autres sites historiques égyptiens. Et Elder Hostel avait tout organisé. 14 des membres d'équipage les plus expérimentés d'Égyptaire sont affectés au vol 990. L'avion transporte aussi 33 officiers et pilotes de l'armée égyptienne qui ont terminé leur période d'entraînement avec les forces armées américaines. Gamiel El Batouti est un ex-instructeur de vol de l'armée de l'air égyptienne et l'un des copilotes les plus âgés d'Égyptaire.
Il est si vieux comparé aux autres copilotes qu'il l'appelle respectueusement « commandant ». À peine 20 minutes après le décollage, El Batouti entre dans le poste de pilotage. Bonjour, Jimmy. Comment vas-tu? Comment allez-vous, monsieur? Il y a du nouveau? J'ai dormi, je le jure. Laisse-moi te dire quelque chose. Moi, je ne dormirai pas. Je vais peut-être m'asseoir pendant 2 heures. J'ai dormi. J'ai dormi. Alors tu ne vas pas te lever? Non, lève-toi. Va te reposer, tu reviendras ensuite. Vous auriez dû me prévenir, commandant Gamiel. Vous auriez dû dire Adèle. Est-ce que je t'ai vu? Je prends le premier quart, un simple message. Le jeune copilote ne semble pas apprécier cette relève intempestive. Je ne m'endors pas. Prenez le temps de vous reposer et revenez quand vous serez éveillé, d'accord, commandant? Je viendrai de toute façon. Commandant. Je me contenterai du dernier quart? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Si vous voulez ma place, il n'y a aucun problème. Je viendrai plus tard. Je vais manger une bouchée, puis je reviendrai. D'accord. Pourquoi n'allez-vous pas... Demandez-leur d'apporter votre repas ici, ensuite j'irai dormir. Ça vous va? Oui. Avec votre permission, commandant? Gamiel El Batouti a obtenu gain de cause. Vous voyez bien qu'il fait tout ce qu'il veut. Tu sais pourquoi? Le commandant El Habashi perçoit le ressentiment de son copilote. Il tente d'arranger les choses. Adel Anwar croit qu'El Batouti a peut-être envie de prendre sa place parce qu'il n'aime pas travailler avec le commandant de l'équipage de relève. Il veut travailler avec Raouf ou pas? Peut-être pas. Allah seul le sait. Mais tu ne devrais pas t'emporter. Par le prophète, il raconte n'importe quoi. C'est tout. Tout est sous contrôle. D'accord, patron. Merci, Adel. Beau joueur, le copilote Adel Anwar cède la place à son collègue El Batouti. D'ordinaire, cette partie du vol est la plus paisible pour les passagers comme pour les membres d'équipage. Des systèmes de navigation sophistiqués dirigeront l'avion pendant plusieurs heures. Excuse-moi, Jimmy. Je fais un tour aux toilettes. Allez-y. Avant le reste des passagers. Il mange encore, je reviens tout de suite. Avant le retour du commandant, le vol 990 d'Égyptair courra au désastre et le sort de l'équipage et des malheureux passagers sera entre les mains du copilote de relève, un homme qui ne devrait même pas être aux commandes de l'avion. Soudain, l'avion perd de l'altitude et plonge vers l'océan. Il pique du nez. Aussitôt, l'appareil subit le phénomène de la microgravité ou gravité zéro. L'ancien enquêteur du NTSB, Greg Phillips, est devenu l'expert de cette catastrophe. Durant un vol, un avion subit les effets d'une gravité normale équivalent à la force de gravité 1, qui correspond au niveau de vol de croisière. Mais lorsqu'il pique du nez, l'effet correspond plutôt à celui d'une voiture qui arrive en haut d'une colline à grande vitesse puis qui redescend. On se sent plus léger sur son siège. Plus l'avion plonge, plus on s'allège. Ce problème, le copilote El Batouti devra l'affronter sans aide. Le commandant El Habashi combat l'effet de la microgravité et tente désespérément de retourner au poste de pilotage. Des systèmes d'avertissement signalent que le piqué de l'avion excède la vitesse maximale permise. Elle atteint maintenant 99% de la vitesse du son. Elle excède aussi de loin la tolérance de fabrication du Boeing. La contrainte exercée sur le fuselage de l'appareil va bientôt le mettre en pièces. Le commandant El Habashi ramène difficilement le manche de commande vers lui. Il décide ensuite d'utiliser les moteurs pour sortir rapidement du piqué en poussant les manettes de gaz vers l'avant, sans aucun résultat. Désespéré, le commandant de bord déploie les aérofreins, des volets intégrés aux ailes, afin de ralentir la chute de l'appareil.
Miraculeusement, l'avion ralentit. Mais lorsque son nez se relève en quelques secondes, la microgravité passe brutalement à une force de gravité 2, le double de la gravité normale. Le commandant s'efforce de stabiliser l'appareil. Le piqué du 767 ralentit davantage. Les moteurs sont coupés et les lumières s'éteignent. L'avion est plongé dans l'obscurité. C'est ici que les enregistrements de conversation du poste de pilotage et de la boîte noire prennent fin. Personne ne sait ce qui est arrivé au cours des 2 minutes suivantes, mais le radar suit encore sa piste. Il grimpe encore, passant de 4000 mètres à plus de 7500 mètres. Puis, le Boeing plonge dans un autre piqué terrifiant. Incapable de résister plus longtemps à la contrainte, le moteur gauche se détache de l'appareil. Combien de temps les passagers pourront-ils nager dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique? Combien d'entre eux ont pu survivre à l'écrasement du vol 990 d'Égyptair? 217 vies sont en jeu. Le navire-école de la marine marchande Kings Pointer est le premier à arriver sur les lieux. À l'aube, nous avons vu du pétrole sur les vagues. C'était signe que quelque chose clochait. Nous avons ensuite fait marche arrière et tout de suite après, les premiers débris ont commencé à remonter à la surface. À Héliopolis, en banlieue du Caire, la fille du commandant El Abachi tente de comprendre les émotions vécues par son père. Imaginez-vous un être cher, un père, une fille ou un frère, qui se retrouve en train de plonger brusquement d'une altitude de 11 000 mètres. C'était sûrement horrible. Mais il a tenté de sauver sa vie, celle de ses collègues et des passagers. Dans une maison du Maryland, un dimanche matin bien tranquille tourne au drame. Je m'étais éveillée très tôt, vers 5h30, et je cherchais à trouver un bulletin météo à la télévision. C'était dimanche et la chaîne de nouvelles CNN a annoncé que le vol 990 avait disparu. J'étais en état de choc. Je me suis précipitée vers le réfrigérateur où j'avais affiché l'itinéraire de mes parents et je l'ai arraché. Puis je me suis mise à sangloter et à hurler. Je ne savais pas quoi faire. We located a significant debris field and that we have concentrated our search efforts since then on about a 36 square mile of area, about 50 miles south of Nantucket. À la fin du mois d'octobre, les eaux de l'Atlantique Nord sont si froides que l'espérance de vie des survivants n'excède pas 5 ou 6 heures. Au Caire, Mehi, la fille du commandant de l'équipage de relève Raouf Nour El-Din, espère encore revoir son père. Je me suis dit que même si l'avion s'était écrasé, il avait peut-être réussi à survivre et à nager jusqu'à la terre ferme. Sur les lieux de l'accident, on ne retrouve que des débris d'avions. Au bout de quelques heures, les autorités savent déjà qu'il n'y aura pas de survivants. We believe at this point that it is in everyone's best interest to no longer expect that we will find survivors in this case. Le président de l'Égypte, Hosni Moubarak, s'adresse à une nation éplorée. C'est la pire catastrophe aérienne de toute l'histoire égyptienne. Really, I was shocked. It's a big tragedy for us. And I give my condolences to all the passengers, to the families of the crews who have been lost in this tragedy. And I have contact with President Clinton and other deceased. And he's giving good support for trying to find, investigate, see what was the reason. Le président des États-Unis prend un engagement formel envers son allié. And I spoke earlier with President Mubarak of Egypt today to express my condolences and assure him that we would be working together closely until this matter is resolved. We do not know what caused this tragedy.
Dans le nord de l'Indiana, l'historien de la musique Jim Brokaw apprend le sort de son père et de sa belle-mère. Ce matin-là, j'ai été saisi à l'idée que partout dans le monde, bien des gens devaient faire face à cette même terrible réalité. Ils ressentaient sans doute la même impuissance, et ils étaient aussi désorientés que moi. Bouleversées et remplies de chagrin, les familles des victimes arrivent à Newport, dans le Rhode Island. Elles y viennent à la recherche de réponses et de réconfort. L'avion transportait 100 Américains, 89 Égyptiens, 21 Canadiens et 7 passagers d'autres nationalités. Tous les arrivants veulent connaître les causes de l'accident. Des équipes d'enquêteurs étudieront l'affaire pendant des années. À Washington, Greg Phillips, enquêteur du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, est chargé de découvrir les raisons de l'accident. Dès le début, on savait qu'il y aurait des complications. L'avion a traversé l'Atlantique en vol de croisière en pleine nuit. Et dans la zone de l'écrasement, on a juste retrouvé quelques débris flottants. Il fallait remonter l'appareil du fond marin avant de pouvoir commencer notre enquête. Il faut récupérer les 2 boîtes noires du Boeing dans des eaux de 70 mètres de profondeur, et même si la force de l'impact a détruit les radiobalises des enregistreurs. Dans ce cas précis, les 2 radiobalises sous-marines de détresse, qu'on appelle aussi des bouées acoustiques actives et qui doivent nous aider à retrouver les boîtes noires égarées, se sont détachées. Par conséquent, les recherches ont été plus longues et plus ardues que prévu. 9 jours après l'accident, le submersible télécommandé de la marine américaine Deep Drone récupère la première de 2 boîtes noires, l'enregistreur de données de vol qui conserve l'information technique relative au système de vol. 4 jours plus tard, la 2e boîte noire, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, atterrit enfin sur le pont du navire. De là, elle prend le chemin des laboratoires du NTSB. L'enregistreur a capté tous les sons du poste de pilotage pendant les 30 dernières minutes du vol. Ces boîtes noires ont été conçues pour résister à une force de gravité 3400 fois supérieure à la normale. La récupération d'un CVR fournit aux enquêteurs un compte-rendu à la fois saisissant et bouleversant des dernières minutes d'une catastrophe aérienne. Les enquêteurs espèrent que celui-ci va leur donner la clé du mystère entourant l'écrasement du vol 990 d'Égyptair. La priorité des enquêteurs est maintenant de faire traduire les paroles échangées dans le poste de pilotage par les 2 pilotes arabes. Les données de l'enregistreur de conversation de poste de pilotage étaient de bonne qualité. L'équipe de traduction n'a eu aucun mal à les traduire, mais ce n'est qu'une information qui doit s'ajouter à une série d'autres, comme celle de l'enregistreur de données de vol, l'examen des débris de l'avion et tous les autres aspects de l'enquête. Dans le cas d'affaires importantes comme celle du crash du vol 990 d'Égyptair, le NTSB collabore systématiquement avec le FBI. Car les éléments de preuve récupérés doivent être admissibles devant un tribunal. L'ancien directeur adjoint du FBI, Lou Chiliro, est un enquêteur chevronné qui s'y connaît bien en écrasement d'avion. Au moment de la tragédie, on avait une bonne expérience des catastrophes aériennes. On avait même développé des techniques pour découvrir si l'accident était le résultat d'un attentat terroriste ou d'un acte criminel. Le FBI cherche à découvrir s'il y avait une bombe, des terroristes ou même des cibles potentielles de terrorisme à bord. On a comparé la liste des passagers à l'inventaire des bagages dans l'espoir d'y trouver quelque chose d'inhabituel. On a demandé aux préposés s'ils se souvenaient d'incidents qui auraient pu leur causer des inquiétudes. On a étudié les enregistrements de surveillance afin de découvrir si on avait embarqué un objet d'aspect dangereux dans la soute à bagages. Mais rien ne permet de soupçonner la présence d'un engin explosif à bord du vol 990 d'Égyptair. Dans les bureaux du NTSB, les enquêteurs américains examinent l'enregistreur de données de vol et n'y trouvent aucune trace de défaillance mécanique. Mais les membres égyptiens du comité d'enquête insistent pour étudier chaque élément de preuve. La majeure partie des débris est encore dans un entrepôt du Rhode Island. Les Égyptiens espèrent y découvrir la preuve qu'une défaillance mécanique a causé le terrible accident. Tandis qu'ils examinent les débris, d'autres théories font surface. Les enregistrements du poste de pilotage vont diviser le comité d'enquête et déclencher une polémique internationale.
Au mois d'octobre 99, le vol 990 d'Égyptair s'abîme dans l'océan Atlantique. Il n'y a aucun survivant. L'enquête se concentre sur le Boeing 767 et ses pilotes. Plusieurs rumeurs circulent au sujet des causes possibles de l'écrasement. Une question en particulier intrigue. Pourquoi El Batouti s'est-il installé à la place du copilote bien avant son quart? Mais au Caire, le frère d'Adel, Tarek Anwar, ne voit rien d'étrange dans cette relève anticipée. Si j'étais au volant d'une voiture en compagnie d'un de mes amis et qu'il me demandait s'il pouvait conduire à ma place, où serait le mal? Si Adel n'avait pas assez dormi et que le commandant Gamiel lui a proposé de le remplacer, je n'y vois pas davantage de problème. Lorsque les gestes posés dans le cockpit sont combinés aux enregistrements vocaux, une série de décisions incompréhensibles émerge soudainement. L'enregistreur de conversation révèle qu'après le départ du commandant El Habashi, le copilote a prononcé des paroles énigmatiques à voix basse. Control it. Puis El Batouti a déconnecté le pilote automatique. Libéré du contrôle de l'autopilote, le Boeing amorce sa descente et subit un effet de roulis par la gauche. Les experts égyptiens considèrent la décision d'El Batouti de déconnecter le pilote automatique comme une réaction possible à un mouvement inhabituel de l'avion qui l'aurait poussé à reprendre le contrôle manuel. L'enquêteur en chef du NTSB ne l'entend pas de cette oreille. Nous n'avons retrouvé aucune défaillance qui aurait pu expliquer le débranchement du pilote automatique. Généralement, les mouvements d'un aéronef sont calculés pour assurer le confort des passagers. Après le débranchement de l'autopilote, l'enregistreur de données de vol indique qu'El Batouti a poussé son manche de commande en avant, rabaissant ainsi les gouvernes de profondeur. Puis, il a ramené la manette des gaz vers lui pour réduire la puissance des moteurs. L'avion a aussitôt piqué du nez. Les enquêteurs égyptiens affirment qu'El Batouti n'a pas provoqué l'écrasement de l'avion, mais que l'appareil a pu subir une panne de gouverne de profondeur impossible à surmonter. Aucun problème de ce genre n'est signalé sur les enregistrements des conversations. Dès son retour, le commandant El Habashi réclame des explications du copilote, qui ne lui répond pas. Lorsqu'il était directeur de la sécurité aérienne, Bernard Leb supervisait toutes les enquêtes du NTSB sur les accidents d'avion. Il faut comprendre que si le commandant de bord entre dans le poste de pilotage, peu importe l'endroit du monde, s'il pose une question, le copilote doit lui répondre. Pourtant, quand le commandant El Habashi lui a parlé, El Batouti a gardé le silence. Le commandant tente de mettre fin au piqué en ramenant le manche de commande vers lui, mais il n'arrive pas à reprendre le contrôle. Il se sert donc des manettes des gaz pour tenter de remonter le Boeing. Il ignore que le copilote a coupé l'accès du carburant au moteur quelques secondes auparavant. Les experts égyptiens croient qu'El Batouti a peut-être simplement fait preuve de prudence. Les données de vol montrent l'apparition d'un signal de faible pression d'huile. Les moteurs s'étaient peut-être éteints, poussant le copilote à couper l'alimentation du carburant, une manœuvre essentielle avant d'amorcer la reprise des moteurs. Le NTSB a tenu compte de cette possibilité. Les deux moteurs d'un biréacteur survolant l'océan en pleine nuit ont été coupés. Personne n'a pu trouver une seule situation d'urgence qui aurait pu forcer les pilotes à arrêter tous les moteurs de leur avion alors qu'ils s'éloignaient de l'aéroport le plus proche. Le scénario préféré des enquêteurs égyptiens est une malencontreuse panne de la gouverne de profondeur. À Washington, dans les bureaux du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, l'analyse de l'enregistreur de données de vol révèle que le commandant El Habashi ramenait son manche de commande vers lui pour faire grimper le Boeing, tandis que le copilote El Batouti semblait le pousser vers l'avant pour faire descendre l'avion.
Les experts égyptiens affirment que l'accident aurait pu être causé par une défaillance de l'assemblage de la gouverne de profondeur. Cette défaillance aurait alors provoqué un braquage intempestif de la gouverne, c'est-à-dire un blocage de commande irréversible en position basse qui aurait lancé le Boeing dans un piqué incontrôlable. Ils soutiennent que le copilote El Batouti tentait de reprendre le contrôle de la gouverne de profondeur et ajoutent même qu'il travaillait de concert avec le commandant El Habashi. Une défaillance de la gouverne de profondeur expliquerait le comportement étrange du copilote dans le poste de pilotage. Des preuves supplémentaires sont recueillies durant l'analyse des débris d'avions stockés dans le hangar du Rhode Island. Les enquêteurs y font une remarquable découverte, 3 rivets curieusement cisaillés. Ces minuscules éléments sont essentiels à l'assemblage de la gouverne de profondeur d'un Boeing 767. Mais les spécialistes égyptiens démontrent que les éraflures qui déforment la surface de métal de ces rivets ne sont pas toutes dans le même axe. Un des 2 axes peut être attribué à l'amérissage brutal de l'avion dans l'océan, mais le second pourrait indiquer une brisure préalable et prouver l'hypothèse du blocage de la commande des volets de profondeur. Les experts égyptiens portent ces nouveaux faits à l'attention de la FAA, au Bureau fédéral de l'aéronautique, l'organisme qui régit l'aviation civile américaine. À l'armée, les représentants de la FAA exigent une inspection des rivets de renvoi d'angle de tous les Boeing 767 en service à travers le monde. L'inspection révèle l'existence de 136 rivets cisaillés et 34 avions sont retenus au sol jusqu'à la fin des réparations. Selon la FAA, les anomalies auraient pu causer une perte de contrôle des appareils. Les enquêteurs égyptiens ont découvert une explication plausible. Les rivets cisaillés de l'assemblage de la gouverne de profondeur du Boeing 767 auraient pu provoquer un braquage intempestif incontrôlable de la gouverne. Mais selon Greg Phillips, cette explication ne tient pas compte du design des assemblages. Ils ont été conçus spécifiquement pour le Boeing 767. Et ce scénario a été prévu. Si l'une des gouvernes lâche, le membre d'équipage aux commandes de l'avion est en mesure de le piloter malgré cette défaillance. Avant de devenir reporter, William Langewiesche était pilote de l'aviation commerciale. Aujourd'hui, on programme les manœuvres du vol 990 dans un simulateur de vol afin qu'il puisse tester les réactions du pilote. Quand on voit un avion plonger dans un piqué aussi abrupt, et qu'on voit les altimètres descendre aussi rapidement, tandis que les voyants clignotent, que les klaxons retentissent, c'est terrifiant. Sans connaître les causes réelles du piqué, Langewiesche tente d'y mettre fin de différentes façons. Enfin, ils m'ont demandé d'attendre un maximum de temps, soit 15 secondes. Ce n'est pas facile de rester immobile aux commandes d'un 767 ou de n'importe quel avion hors de contrôle. C'est un très long délai. C'est inconcevable. Mais je l'ai fait. Même au bout de 15 secondes d'inaction, sans démontrer des habiletés extraordinaires, j'ai réussi à reprendre le contrôle de l'avion. Comme n'importe quel élève pilote l'aurait fait. Aucun autre Boeing 767 n'a subi de braquage de gouverne suivi d'une chute dans le vide. Avec les données et l'information obtenue suite aux différents tests et malgré l'expertise de l'équipe en fonction, on n'a pas réussi à relier l'accident à un seul des scénarios de panne explorés. Après avoir écarté la possibilité d'une défaillance mécanique et celle d'une attaque terroriste, le FBI s'intéresse aux antécédents du copilote Gamiel El Batouti. Moins de 3 semaines après la catastrophe, les médias rapportent que peu avant l'écrasement, El Batouti aurait dit « J'ai pris ma décision. Je m'en remets à Allah ». De nombreuses personnes ont alors cru qu'il s'agissait d'un nouvel acte de terrorisme commis par un intégriste musulman, jusqu'à ce qu'elles apprennent que les enregistrements avaient été mal traduits.
Notre vérification des antécédents d'El Batouti nous avait révélé qu'il était plutôt religieux, mais absolument rien ne nous portait à croire qu'il était intégriste, ou plus religieux que n'importe quel autre homme ordinaire. Quelles ont été les paroles exactes de Gamiel El Batouti et surtout, que voulait-elle dire? Le professeur égyptien Amin Bona enseigne l'arabe à l'université Georgetown de Washington. Tawakkaltu veut dire « je dépends »,« je compte »,« j'ai confiance ». Et Allah veut dire « sûr ». Et Allah est Dieu. Tawakkaltu al-Allah, je compte sur Dieu, ou bien mon sort dépend de ma nouvelle entreprise. Les gens répètent cette phrase lorsqu'ils partent en voyage, lorsqu'ils rentrent chez eux au volant de leur voiture, lorsqu'ils passent un examen. On dit tous « Tawakkaltu al-Allah ». C'est une phrase très positive. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dirait avant de commettre un crime ou avant de se suicider. Même si bien des gens disent souvent cette phrase sans réfléchir, Gamiel El Batouti l'a répétée 11 fois. What's happening? Je peux imaginer le commandant El Batouti en train de dire « Les moteurs sont en feu » ou bien « Il y a une panne » ou encore « Quelque chose a heurté l'avion ». Mais non, il s'est mis à répéter « Tawakkaltu ala Allah ». Ce n'est pas du tout logique. La douleur de la famille El Batouti est amplifiée par son besoin de défendre l'honneur du père. Lorsqu'il est mort, on pouvait tous se dire qu'au moins, il était mort avec honneur. Mais maintenant, ils essaient de nous enlever ce mince réconfort. Les défaillances mécaniques sont très communes, alors pourquoi affirmer que c'était un acte délibéré? On refuse de croire que l'accident a pu être causé par la météo ou une panne des moteurs simplement parce que son pilote était égyptien. Le président du NTSB, Jim Hall, considère qu'il s'agissait peut-être d'un acte criminel. Dans ce cas, l'enquête serait exclusivement poursuivie par le FBI. It is only prudent for the National Transportation Safety Board to consult with these experts and officials to fully evaluate this information prior to any final decision on whether the responsibility for this investigation should transfer to the Federal Bureau of Investigation. Selon Walid El Batouti, neveu du copilote, le président Moubarak, l'ex-commandant en chef de l'armée de l'air égyptienne, connaissait personnellement Gamiel El Batouti. Moubarak aurait même demandé au président Clinton d'intercéder pour que l'enquête ne relève pas du FBI. Depuis l'accident, Walid El Batouti est devenu le porte-parole de la famille. Il faut comprendre que le plus grand notable du pays, le président de l'Égypte, qui est un ancien pilote de l'armée de l'air, a étudié la question. Et il a dit ceci. Selon mon expérience, c'était l'empennage. Il s'est passé quelque chose là-dedans. Ce n'était pas un suicide. Il s'agissait d'une défaillance mécanique ou d'un vice de construction. C'est l'un ou l'autre. Aux États-Unis, le FBI enquête sur Gamiel El Batouti et cherche des motifs de culpabilité. Il en apprendra beaucoup sur l'homme aux commandes du vol 990 d'Égyptair en interviewant des collègues et des amis qui vont dévoiler l'autre visage du copilote. Durant l'enquête sur l'écrasement du vol 990 d'Égyptair, la vie et la personnalité du copilote Gamiel El Batouti sont soumises à un examen minutieux. Il avait 59 ans, presque 60, et ne s'était jamais élevé au-dessus du rang de copilote. Il aurait donc pu ressentir de l'animosité envers la ligne aérienne égyptaire. Il avait aussi des problèmes personnels, des problèmes financiers, car certains membres de sa famille avaient besoin de soins médicaux. D'abord, avant ce vol, on lui avait communiqué des nouvelles des médecins. Sa fille réagissait positivement aux médicaments et elle allait guérir. Il en était très heureux. Il était excité à l'idée de rentrer chez lui. Cette nuit-là, Gamiel El Batouti avait le dossier médical de sa fille dans ses bagages, entre autres choses.
Il avait acheté des pneus pour son fils et ils se sont disputés au téléphone à ce sujet. Mon père m'a appelé pour que je vienne le chercher à l'aéroport. Il n'aurait pas pu transporter les 4 pneus sans aide. Il lui a dit « Je t'ai acheté ces pneus aux États-Unis et tu ne veux même pas venir les chercher à l'aéroport ?» Cette réaction était très normale. Un homme qui aurait voulu suicider n'aurait pas agi ainsi. Le FBI continue son enquête à l'hôtel Pennsylvania de New York, où Égyptaire a une réservation en bloc de 50 chambres pour ses membres d'équipage. Le FBI a vérifié les antécédents de Gamiel El-Batouti sur une période d'environ 1 an, grâce aux registres d'hôtels et aux entrevues faites sur les lieux. Je crois qu'il avait l'habitude d'avoir des comportements sexuels inappropriés avec des femmes qu'il rencontrait à l'hôtel. Hey, pretty lady, where did you get to? Cela nous a semblé être un comportement assez anormal de la part d'un homme dans sa position. Marié et père de 5 enfants, El-Batouti avait malgré tout la réputation de lorgner et d'importuner les employés et les clientes des hôtels qui l'hébergeaient. Le FBI a appris que 2 ans avant l'accident, 2 jeunes femmes ont rapporté qu'il les avait appelées dans leur chambre d'hôtel. Il leur a demandé de regarder par la fenêtre, ce qu'elles ont fait. Elles soutiennent qu'El-Batouti s'est exhibé devant elles et ont raconté l'incident aux gardiens de sécurité de l'hôtel. Mais le copilote n'a pas mis fin à ces comportements provoquants. Une femme de chambre a affirmé au FBI que El-Batouti l'avait harcelée plus d'une fois. Hey, cute girl. Listen, stop. Let me tell you something. No, I want to talk to you because look, I give you $100 if you just come to my room. I'm not here for that. Oh, sure. I'm here to work. Just leave me alone. Don't be like that. Come on. Lorsque la femme de chambre a rapporté l'incident, la direction de l'hôtel a ajouté sa plainte de harcèlement sexuel à celle des autres employés ou clientes. Quant aux allégations de l'hôtel, ils disent eux-mêmes que cela s'est passé bien avant le vol et non pas la veille du vol, comme on l'a prétendu. Selon le FBI, ce dernier incident s'est produit le 29 octobre 1999, la veille du départ du vol 990. 3 mois après le début de l'enquête du FBI sur El-Batouti, un avion d'Égyptaire atterrit à Londres. Son commandant de bord demande l'asile politique en Grande-Bretagne en affirmant qu'il détient des informations sur les causes de l'écrasement du vol 990. Le commandant Hamdi Taha est un ancien collègue du copilote El-Batouti. Il vient de quitter sa femme, sa famille et son pays. Le FBI expédie un agent spécial sur les lieux pour qu'il interroge le commandant Taha en compagnie d'un agent de sécurité britannique. Saviez-vous que Batouti avait des comportements sexuels inappropriés? Oui. C'est très important. J'en ai entendu parler par des pilotes en qui j'ai confiance. Batouti a eu des problèmes à cause de son comportement sexuel inapproprié à New York avec des femmes de chambre et parce qu'il suivait des clientes. La ligne aérienne l'a toléré pendant un certain temps, mais on lui a dit plusieurs fois « Ce comportement ne vous a peut-être jamais attiré de problème, mais vous êtes le représentant de notre pays aux États-Unis et vous ne pouvez pas agir ainsi. » L'information du commandant de bord n'est pas vérifiable, mais sa description de la rencontre d'El-Batouti avec le chef pilote d'Égyptaire éveille la curiosité. Hatem Roujdi est allé voir El-Batouti juste avant le départ du vol 990. Ils se sont rencontrés à l'hôtel. Roujdi lui a dit que ses actes ne pourraient plus être passés sous silence et qu'il y aurait des conséquences. Le vol de retour vers le Caire serait son dernier vol. On se connaît depuis longtemps, Gamiel. Mais tu ne voleras plus jamais en direction des États-Unis. Il serait dorénavant interdit de vol vers les États-Unis. Batouti venait tout juste de perdre d'immenses privilèges. Il était humilié. À mon avis, voilà ce qui a dû arriver. Il s'est certainement dit, si ce vol doit être mon dernier vol, ce sera aussi le dernier d'Hatem Roujdi. Le FBI partage les informations données par le commandant Taha avec le NTSB.
Les autorités égyptiennes exigent alors qu'un autre pilote de ligne soit interrogé. Mohamed Badraoui connaissait El Batouti depuis 40 ans. Questionné par le NTSB, il raconte sa discussion avec le commandant Roujdi au sujet du copilote fautif. Savez-vous si Hatem Roujdi était au courant des problèmes d'El Batouti? Bien sûr. Mais il prétendait ne pas l'être. À mon avis, parce qu'Hatem Roujdi était le chef pilote. Badraoui confirme que le chef pilote Roujdi était mécontent du comportement sexuel inapproprié d'El Batouti et ajoute qu'il avait décidé d'en faire part à son vieil ami. Lui avez-vous dit ce qui allait arriver s'il ne vous écoutait pas? Il ne risquait pas grand-chose parce qu'il approchait l'âge de la retraite. Nous punissons rarement les employés aussi âgés. I know. I'm not saying that you are doing something wrong. They are saying that you're doing something wrong. I know you are my friend. Nous faisons preuve de patience jusqu'à ce qu'il soit parti. Mohamed Badraoui demande au chef pilote d'être tolérant envers son vieil ami, en soulignant que le copilote prendra sa retraite dans 3 mois. We've been in the Air Force for 40 years. All he needs is a few more months. L'entrevue de Mohamed Badraoui confirme les dires de Hamdi Taha. Le chef pilote envisageait vraiment de prendre des mesures disciplinaires contre El Batouti. Et ce n'est pas tout. Le commandant Taha n'a pas donné toutes ces informations. À Londres, un pilote égyptien réclame l'asile politique. En échange, il offre des renseignements privilégiés au sujet de la catastrophe aérienne la plus controversée de l'histoire d'Égyptair. Le commandant de bord, Hamdi Taha, va partager la séance de briefing des pilotes d'Égyptair avec le FBI. Après avoir entendu l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, l'officier responsable des programmes de vol des pilotes d'Égyptair a convoqué tous les équipages de bord à une réunion spéciale au Caire. Là-bas, il nous a donné les faits, seulement les faits. Il n'a ajouté aucun commentaire. Il n'a fait mention d'aucun problème technique. Il n'a rien dit de plus. Mais tous les pilotes ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Mais ensuite, il nous a demandé de n'en discuter avec personne. N'en parlez pas à vos familles, n'en parlez pas au téléphone, n'en parlez même pas entre vous. Nous avons tous compris que Batouti l'avait fait exprès. Bien des familles impliquées dans l'affaire croyaient déjà être en présence de 216 meurtres et d'un suicide. En Égypte, les familles élargies ont tendance à protéger leurs membres, et une foi religieuse très intense influence l'attitude des Égyptiens à l'égard du suicide. Cette histoire est complexe. Elle englobe la religion, elle englobe les croyances, elle parle de notre culture. Encore aujourd'hui, dans la culture égyptienne, bien des gens ne croient pas que des musulmans, des gens qui ont été imprégnés de cette culture, soient capables de se suicider. Et les différences culturelles n'ont pas été les seules embûches de cette enquête. Notre voyage en Égypte pour vérifier les antécédents d'El Batouti n'a pas été facile. Le gouvernement égyptien n'a pas apprécié nos démarches. Les efforts du FBI pour comprendre les relations personnelles et familiales d'El Batouti sont systématiquement bloqués. En fait, nous n'avons jamais pu développer nos pistes, ni obtenir les renseignements dont nous avions besoin pour le faire. Finalement, le 21 mars 2002, au terme d'une enquête de 10 millions de dollars étalée sur 2 ans et 5 mois, le Conseil national de la sécurité des transports publie son rapport. Sa conclusion est la suivante. La cause probable de l'accident du vol 990 d'Égyptair est sa déviation du vol de croisière normal et sa collision subséquente avec l'océan Atlantique, suite à la manipulation des commandes de pilotage par le copilote de l'équipage de relève. L'administration de l'aviation civile égyptienne réagit au rapport avec colère. Voici sa réponse. Il est évident que le NTSB n'a pas effectué l'enquête professionnelle à laquelle le gouvernement égyptien était en droit de s'attendre. L'ancien directeur de la sécurité aérienne du NTSB, Bernard Leb, ne partage pas le point de vue des Égyptiens. Ce qui n'était pas professionnel, c'était l'insistance des autorités égyptiennes à démentir le fait que ce Boeing
avait été intentionnellement jeté dans l'océan, malgré l'existence de preuves irréfutables, pour quiconque a la moindre expérience des enquêtes sur les accidents aériens. Comme la plupart de ses compatriotes, Walid El-Batouti refuse de croire que son oncle a été l'auteur d'un massacre. C'était un simple accident d'avion. On en a fait toute une histoire sans la moindre raison. Il s'agit bien évidemment d'un complot. Greg Phillips est convaincu d'avoir exploré toutes les pistes et tous les scénarios. Quand on se joint à une équipe d'enquête sur les avions accidentés, on le fait pour prévenir d'autres accidents, pas pour maquiller ceux qui ont déjà eu lieu, quels que soient les enjeux politiques. Durant toute ma carrière, je n'ai jamais eu connaissance d'un tel camouflage ou même d'une tentative ratée de camouflage. Les autorités américaines et égyptiennes n'envisagent toujours pas l'écrasement du vol 990 d'Égyptair du même point de vue, et les familles éplorées n'ont pas encore de réponse à leurs questions. Pour tous ces malheureux, le mystère de l'accident fatal ne sera sans doute jamais résolu.